Le maître bonsaï d'Antoine Bueno aux éditions Albin Michel. Un coup de cœur que nous voulons vous faire partager avec un petit extrait. Je suis maître bonsaï. Je crée des bonsaïs et je les vends. C'est comme cela que le règne animal me reconnaît, comme un vendeur de bonsaï. Par ma fonction, c'est une fonction rare mais identifiée dans l'ordre du règne. Il y a longtemps, une appellation propre m'a été attribuée. Je n'ai eu à en user que rarement, lors des contrôles. Elle est consignée dans l'un des nombreux registres du règne. Pour lui, c'est un nom. Pour moi, un matricule. Je n'appartiens plus au règne, mais le règne ne le sait pas. Je suis maître bonsaï. Je crée des bonsaïs et je les vends. Voilà ce que le règne sait. Le bonsaï est un maître exigeant parce que c'est un être en suspens. Créer un bonsaï, c'est contraindre un arbre à ne pas grandir, à le maintenir en vie dans cet état. Parce que c'est dans cet état qu'il est une œuvre d'art, hors du temps, hors du cours naturel du temps. Créer un bonsaï, c'est poser un arbre sur une bascule, entre la nature et la mort, entre équilibre précaire. Je pose des arbres sur des bascules et je les y maintiens en équilibre. C'est cela que je fais. L'équilibre est précaire, sans entretien. L'équilibre se rompt et le bonsaï glisse, d'un côté ou de l'autre de la bascule. Sans entretien, le bonsaï pousse ou dépérit. Il glisse vers la nature ou vers la mort. Dans les deux cas, il est perdu. Un bonsaï est tout aussi perdu s'il pousse que s'il meurt, parce qu'un bonsaï qui pousse cesse d'être petit et beau. Il cesse d'être un bonsaï pour devenir ou redevenir un arbre. Le bonsaï tend à retourner à l'état d'arbre ou à ne plus être. Un arbre ne reste pas naturellement petit et beau. Il faut le travailler, le surveiller pour qu'il le devienne et le demeure. C'est cela que je fais. Il n'est rien de plus trompeur que l'immobilité du bonsaï, parce que le bonsaï ne tient pas en place. Il glisse tout le temps, d'un côté ou de l'autre de la bascule. Il faut le surveiller pour l'empêcher de glisser tout le temps. C'est pourquoi un seul bonsaï requiert une attention soutenue. Moi, des bonsaïs, j'en ai des dizaines. Contraindre, c'est servir. Je sers mes bonsaïs, je sers leur beauté. Les bonsaïs n'ont aucune idée de leur beauté, moi, oui. C'est pour cela que je suis maître bonsaï. Les bonsaïs ne connaissent que la nature et la mort. Or, ils ne sont beaux qu'à équidistance des deux. Pour les placer à équidistance des deux, il faut les contraindre. Mais contraindre est un art. Je suis maître bonsaï. Mon art est celui de la contrainte. Je crée de la contrainte belle. C'est cela que je fais. La contrainte doit être suffisante pour maintenir l'arbre petit et beau, mais la contrainte ne doit pas porter atteinte aux fonctions vitales de l'arbre. Il faut donc contraindre jusqu'à un certain point. La contrainte belle est une contrainte raisonnable. C'est un dosage fin qui doit être sans cesse redéfini. C'est cela une contrainte belle. C'est une contrainte dosée, justement dosée. Mais les bonsaïs n'ont aucune idée de la beauté. Moi, oui, je suis maître bonsaï. C'est pourquoi les bonsaïs ne savent pas ce qui est bon pour eux. Moi, oui, c'est ma fonction. Depuis loin que je me souvienne, il y a les bonsaïs. Au plus loin que je regarde, il y a les bonsaïs. Mon seul horizon, ce sont les bonsaïs. Je n'ai ni passé ni futur. Mon temps est le présent, le temps du bonsaï. Un temps hors du temps naturel, le temps de la contrainte et de la surveillance, suspendu en équilibre précaire entre la nature et la mort.
Qu'y avait-il avant les bonsaïs? Souvent, je me pose la question, mais rien ne vient. Je n'ai pas la moindre trace. Quelqu'un est entré dans ma boutique, un représentant de l'ordre du règne animal. La petite pagode à breloques métalliques de la porte a tatinabulé. C'est le signal d'une visite. C'est comme cela que je sais que quelqu'un est entré. Je ne le regarde pas. Je ne le salue pas. Je l'ignore. Je cisaille un épicéa. Je ne salue jamais. C'est comme cela. Jamais l'entrée d'un visiteur ne me divertit, ne m'attache. Ils peuvent entrer et sortir, cela m'est égal. Ce ne sont pas eux que je surveille. Je ne surveille que les bonsaïs. Parce qu'on ne peut pas surveiller tout le monde. Ou bien, il faudrait être mieux équipé. J'ai des ciseaux, j'ai du mastic, c'est vrai. Mais c'est insuffisant. Et c'est inadapté. Le visiteur avance à pas lents, je ne le regarde pas. Il pourrait emporter un bonsaï sans l'avoir payé. C'est arrivé. Cela m'est égal. Beaucoup aimeraient faire cela, emporter un bonsaï sans le payer. Mais ils n'osent pas, parce que je joue mon rôle d'épouvantail. Ils voient une forme humaine. Ils sont comme les choucas. Une forme humaine suffit à les dissuader. Ils ne voient pas qu'elle est inerte. Ils ne voient pas que dans ma boutique, ils sont seuls représentants du règne animal. Le leur que je suis les dissuade de chaparder. Mais ceux qui achètent sont peu nombreux. Il y en a encore, mais ils sont peu nombreux. Un chouca sur 20, peut-être moins. Avant, il y en avait plus. Maintenant, il y en a moins, de moins en moins. Les autres ne viennent que regarder. Ils sont curieux. Ils peuvent rester autant qu'ils le veulent. Je ne les surveille pas, je ne compte pas. Mais le plus souvent, ils restent peu. Le plus souvent, un tour rapide leur suffit. 3 minutes, rarement plus de 5. Mais là, c'est différent. Le spécimen qui est entré s'attarde. Le représentant de l'ordre du règne s'attarde dans ma boutique. Il fait quelques pas, il s'immobilise, il refait quelques pas. Je ne le regarde pas. Je le sais au bruit de ses mouvements. Il s'est immobilisé, il reste immobilisé. Je sens qu'il me regarde. Alors je le regarde. C'est une jeune femelle, on dirait une étudiante. C'est une fonction plus répandue que la mienne dans l'ordre du règne, bien qu'encore moins productive. Elle est arrêtée face à un Prunus cerulata, ou cerisier du Japon. Nos regards se croisent. « C'est beau ce que vous faites ?» Elle tourne la tête en parlant. Elle regarde le Prunus cerulata. Je tourne la tête. Je regarde mon épicéa. « Celui-là, il est incroyable. On dirait vraiment un paysage. » Je regarde mon épicéa. J'ai ma cisaille à la main. « Je suis passée plein de fois devant votre magasin, mais j'ai jamais osé entrer. C'est un vrai havre de paix. » J'ai ma cisaille à la main et je regarde mon épicéa. Je sais qu'elle attend que je parle, mais je ne sais pas quoi dire. Alors, je ne dis rien. « Vous êtes muet ?»« Non. »« Ah, j'ai cru. »« Ça fait longtemps que vous faites ça ?»« Oui. »« Ah, vous êtes un bavard, vous. » Elle rit. Je sais qu'elle se moque de moi. Elle ne pense pas ce qu'elle vient de dire. Elle pense exactement le contraire, et elle pense que je ne suis pas bavard. Et vous arrivez à en vendre des bonsaïs sans parler aux clients ? Elle rit. Elle remet en cause mes capacités de vendeur. Ça m'est égal. Elle ne peut rien contre moi, je suis en règle avec l'administration du règne. J'ai tous les documents requis. Elle redevient sérieuse et regarde le Prunus cerulata. C'est tellement joli. Comment on fait un bonsaï au juste ? Il faut de la terre et des graines. Tout à coup, elle a l'air offusquée. « Bon, ok, j'ai compris. J'arrête de vous faire chier. Vieux con, va !» Elle sort, avec colère. Elle claque la porte. La pagode tintinabule violemment. Je me sens fatiguée. J'ai perdu l'habitude des longues conversations. Je me sens fatiguée. Mais je ne dormirai pas, ou si peu. La nuit ne change rien. Même si je fais ce qu'il faut. La nuit, j'attends. Mais en attendant, je mets les bonsaïs en danger. Je m'allonge dans la nuit. Je baisse la garde. J'arrête de surveiller. C'est cela qu'il faut faire.
même si cela met les bonsaïs en danger. Pendant que je suis allongée, le temps naturel reprend ses droits. Les bonsaïs glissent. Ils sont en danger, je le sens. Je les vois, tout autour de moi. Je garde les yeux ouverts dans le noir. Je vois les bonsaïs, je sens leur présence. Je les entends pousser et dépérir. J'entends le temps naturel reprendre son cours. La nuit, le murmure des bonsaïs prend tout l'espace. Il bourdonne dans ma tête. Impossible d'y échapper, même en se bouchant les oreilles. Je suis allongée, j'ai les yeux ouverts. Je n'ai ni souvenir, ni pensée. Mon esprit est vide jusqu'au matin. Quand le matin vient, il m'arrive de m'assoupir, pas longtemps, par à-coups, comme des évanouissements. Je ne rêve pas, je ne rêve jamais. Mais quand je reviens à moi, mes yeux sont humides. C'est comme cela que je sais que j'ai dormi, parce que mes yeux sont humides. Quand je dors, mes yeux coulent. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un réflexe physiologique, l'un des effets de la transformation, la preuve qu'elle est avancée. J'ai des épanchements de sève, comme les bonsaïs. Cela leur arrive souvent. Les bonsaïs ne pleurent pas, ils s'épanchent. On pleure quelqu'un ou quelque chose, c'est pourquoi les bonsaïs ne pleurent pas. Ils n'ont rien ni personne à pleurer. Moi non plus, je crois. Alors je m'épanche. Au début, je ne les entendais pas, les bonsaïs, puis c'est venu, tout doucement, comme un bourdonnement par intermittence. Et le bourdonnement s'est installé. Il est devenu flux continu. Il a gagné en intensité. Maintenant, je le sais, les bonsaïs murmurent, comme ils glissent, tout le temps. Je les entends tout le temps maintenant. Le murmure est là sans cesse, dans mes oreilles et dans ma tête. C'est cela qui est difficile dans cette fonction, avoir toujours un murmure dans la tête. Je n'appartiens plus à l'ordre du règne animal, je suis autre chose. Avec le temps, ma peau s'est parcheminée, mes membres sont devenus noueux, les extrémités ont bourgeonné. Je ne mange presque plus. Je m'expose à la lumière, mais je manque de soleil. C'est pourquoi je n'ai pas verdi. Je me suis vidée de mon sang, je le sens. Un autre fluide m'irrigue maintenant, je le sais. J'ai quitté l'animalité. Je suis passée de l'autre côté. J'ai rejoint l'autre règne. C'est un secret, cela ne se voit pas. Les représentants du règne animal voient toujours en moi l'un des leurs, parce que l'enveloppe de l'animal n'est pas tombée. Elle s'est desséchée. Elle me recouvre toujours. Ils voient toujours en moi l'un des leurs. Je ne suis pas vieux, je suis autre chose. Ils ne le savent pas. Je ne veux pas qu'ils le sachent, cela me procure du plaisir, je crois. Un grand fracas. La pagode à breloques métalliques explose. Un représentant du règne des boules dans ma boutique. Je la reconnais, c'est la jeune femelle de l'autre jour. Elle se plante au milieu de la boutique. Elle tient un gros sac à bout de bras. C'est un gros sac de terreau éventré sur le dessus. Elle a l'air furieux. Alors comme ça, vieux con, pour faire un bonsaï, il faut de la terre et des graines. Elle renverse le contenu du sac par terre. Ça fait un gros tas de terreau sur le sol. Au milieu de ma boutique, elle jette le sac. Elle sort des cacahuètes de sa poche et les jette sur le tas de terreau. Voilà, vieux con, on a la terre, on a les graines. Ça va nous donner un beau bonsaï. Pauvre con! Elle est rouge. Son visage est déformé par la colère. Je suis pétrifiée, je ne m'y attendais pas. Ça t'apprendra à être un peu plus aimable avec les clients. Vieux con! Elle tourne les talons, se précipite sur la porte, un grand fracas. Mais ça n'est pas la pagode à breloques. C'est elle. Elle s'est effondrée sur le seuil. Elle tremble, par terre. Je ne sais pas quoi faire. Je suis immobile. Au milieu de ma boutique, il y a un gros tas de terreau avec des cacahuètes dessous. Et sur le seuil, il y a une jeune femme qui convulse par terre. Je reste immobile. Il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi.
Ça ne m'est jamais arrivé. Alors, je reste immobile. Les spasmes de la jeune femme diminuent. Elle gît sur le sol en position fétale. Et si quelqu'un venait la trouver ainsi, ça lui produirait une mauvaise image. L'administration du règne s'en mêlerait. Il faut que je fasse quelque chose. Alors je sors de ma torpeur. C'est elle la priorité. Je m'approche d'elle. Elle semble endormie. Elle est encore agitée d'un léger tremblement. Je la regarde. Je ne sais pas quoi faire. Je me penche vers elle. Est-ce que ça va ? Elle râle un peu. Je m'accroupis. Je lui touche l'épaule. Je sens sa chaleur au bout de mes doigts. Ça me tétanise. Sa chaleur me pénètre. Je sens la mollesse de sa peau au travers du tissu. Ça me bloque la respiration. Est-ce que ça va ? Je pose ma main sur son épaule. Sa chaleur m'envahit davantage. Ça achève de me déstabiliser. Je prends sur moi pour ne pas me figer. J'exerce avec ma main une légère pression sur son épaule. Est-ce que ça va ? Elle semble reprendre ses esprits. Elle pose sa main sur la mienne. Je me fige. Sa main est sur la mienne. Sa peau touche ma peau. Je suis tétanisée. Je ne peux plus faire un geste. Elle émet des sons. Elle serre ma main dans la sienne. Je ne peux plus rien faire. Je suis paralysée. Elle rouvre les yeux, se redresse. Elle lâche ma main. Je suis libérée. J'arrive à me reprendre. Je vais appeler un médecin. Non, ça va aller. Je vous assure, ça va aller. Ça m'arrive des fois. Elle relève la tête. Elle redresse son buste, s'assoit. Je la regarde. Pardonnez-moi, ça m'arrive parfois. Elle essaie de se relever. Elle a du mal. Je lui tends les mains. Elle me les prend et se relève. Encore une fois, sa peau touche ma peau. Elle est debout. Elle lâche mes mains. Je reprends ma respiration. Elle a l'air piteux. Excusez-moi, j'ai exagéré. Excusez-moi, je vais nettoyer. Non, laissez, je nettoierai moi-même. Excusez-moi, j'ai exagéré. Excusez-moi, je vais vous laisser tranquille. Elle a la tête baissée. Elle dit encore. Vraiment, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis désolée. Et elle s'en va, tête baissée. Elle est revenue. C'est ce que je redoutais. Elle a encore quelque chose entre les mains. Ça recommence. Que va-t-elle faire encore ? Elle m'a vue. Mais elle a une mine rassurante. Elle sourit. Bonjour, tenez, c'est pour vous. Elle me tend un plat couvert d'un fichu. Je l'ai fait pour vous. Elle soulève le fichu. Dans le plat, je vois des formes ovales à dominante noire. C'est un tatin d'aubergine, c'est ce que je réussis le mieux. Je ne mange pas ça. Je vous en prie, c'est pour m'excuser. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai complètement déconné, pardon, mais je vais pas bien en ce moment. Et puis, c'est tellement beau chez vous, on s'y sent tellement bien. Vous avez été désagréable, je ne m'y attendais pas. Alors, ça m'a blessée. On ne peut pas être désagréable dans les endroits magiques. Mais je sais que je suis allée trop loin, je vous en prie. Excusez-moi. C'est pas grave, j'ai tout nettoyé. Ah, ok, vous m'en voulez encore. Je comprends. Je suis désolée, mais je comprends. Je vous laisse ma tarte. Je l'ai faite pour vous, vous en ferez ce que vous voudrez. Elle est pour vous. Elle pose le plat sur le comptoir, puis elle tourne les talons. Elle est toute penaude, prête à partir. Et tout d'un coup, elle éclate en sanglots. Elle se réfugie contre mon torse. Je ne m'y attendais pas. Ma respiration est coupée nette. Elle sanglote. Je vous en prie, pardonnez-moi, j'ai été nulle. Je me déteste tellement. Pardon, pardon, pardon. Ses mains agrippent ma chemise. Elle se serre contre mon sternum. Une fois de plus, sa chaleur m'irradie. Elle me parvient par effluves, par bouffées. Elle est moite, elle me paralyse. Seuls ses yeux s'agitent. Tous les mouvements qui me sont interdits se rassemblent dans mes yeux. Eux seuls expriment ma panique. Ils font la navette. Mes mains sont restées immobiles le long de mon torse. Mais contre mon torse, elle semble se calmer. Elle a plaqué son visage dessus. Ses mains empoignent ma chemise. Elle a serré ses poings de part et d'autre de sa tête. Son haleine forme un point chaud sur mon sternum. Ses larmes ont pénétré ma chemise. Je sens son humidité contre ma peau. Je ne l'entends plus. Elle éloigne doucement sa tête. Elle se sépare de moi. Elle garde les poings sur ses tempes. Elle courbe la nuque. Elle se retourne. Elle va à la porte. Et elle s'en va. Je suis au comptoir. Je ne sais combien de temps a passé depuis que je m'y suis assis. Des heures sûrement.
Le jour décline, je suis resté assis des heures. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas rêvassé. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai rien fait. Je me suis arrêté. Maintenant, je reprends vie, mes yeux le premier. Il parcourt ma boutique, mon monde. Mon monde n'a pas bougé, en apparence. En réalité, les bonsaïs ont glissé. Mes yeux reviennent au comptoir. Ils tombent sur quelque chose. Ils s'arrêtent dessus. C'est le plat et son fichu. Je les regarde un certain moment. Au bout d'un moment, j'écarte le fichu, machinalement. Il y a un petit râteau sur le comptoir. Je le prends, je découpe avec le râteau un petit cube dans le plat, machinalement. Dans un angle du plat, je recueille le cube dans le râteau. Je le porte à ma bouche, je mâche. Le goût envahit mon palais. C'est bon. Ma gorge se serre. J'aime ce que je mange. Je ne me souviens pas avoir mangé quelque chose comme cela. Ma gorge se noue. C'est bon. Tout à coup, cela vient. Mes yeux coulent. J'ai un épanchement de sève. Non, je pleure, je crois. Bonjour, comment allez-vous? Cette fois-ci, je ne l'ai pas vue venir. Et maintenant, elle est là, derrière moi. Je me raidis, je me retourne, je suis très mal à l'aise, je ne m'y attendais pas. Mais il faut que je réponde à sa question. Je pense lui dire que je vais bien. Alors je dis « Je vais bien ». Elle sourit. « J'aimerais récupérer mon plat, je n'en ai pas beaucoup et j'en ai besoin. » Son plat? Un instant, rien ne me vient. Puis je me souviens, elle parle du plat de la tatin aubergine. Sa demande est légitime, j'en suis conscient. Ce plat ne m'appartient pas, je dois le lui rendre. Alors je vais au comptoir. Le plat est resté dessus. Elle me suit, mais elle s'arrête devant le Prunus cerulata, le bonsaï qu'elle avait remarqué à sa première visite. Elle le regarde, elle l'étudie. J'ai le plat à la main avec le torchon dessus et je l'attends. Alors, je l'étudie, elle. Pour la première fois, je pose sur elle un regard clair. Mon regard ordinaire, celui de ma mécanique. Je la regarde et j'essaye de l'analyser pour voir si elle a une valeur esthétique ou seulement un potentiel. Mais les accidents m'en empêchent. Les accidents, ce sont ses vêtements, dont elle s'est recouverte pour se cacher, le textile. Ils sont amples, ils sont larges et bouffants, trop grands pour elle. Ils sont épais, ils la cachent. Ils ne laissent rien paraître de l'essentiel. L'essentiel, c'est la structure. Alors, je ne peux que la conjecturer, la structure, en fonction de ce que je vois. Son visage, il est blanc, éverdi, émacié, rallongé par ses cheveux, longs, lisses et luisants. Je conjecture une souche sèche et brute, non travaillée, à l'abandon. C'est cela que je me figure, sans allure. En l'état, sa forme générale ne correspond à aucun canon stylistique. Elle manque d'harmonie, elle me rappelle un mauvais sol pleureur. Elle sort de sa contemplation, moi de mon examen. Je l'aime vraiment, celui-là. Elle parle du Prunus cerulata. Je l'attends avec le plat et le torchon. Elle vient à moi, elle soulève le torchon. « Vous l'avez toute mangée vous-même » ? « Oui. » J'ai honte, je suis très gênée. Je me sens ridicule et je me sens piégée. Elle rit. « Bah alors, je croyais que vous n'aimiez pas ça. » Et tout à coup, elle se jette sur moi. Tout à coup, elle choque sa bouche sur ma joue. Ça se passe très vite, je ne m'y attendais pas. Elle le fait très vite, comme ça. Elle choque sa bouche sur ma joue. Je n'ai pas le temps de réagir. J'ai senti ses lèvres sur ma joue. Ma respiration s'est bloquée. Ça s'est passé très vite. Elle triomphe. Elle s'en va. Elle sourit. En partant, elle dit « Vieux gourmand ». Je reste immobile. La pagode d'Antinabule. Je ligature un aulne. C'est un jour ordinaire. Le ligaturage est un art, l'art de faire plier les êtres. Je lis l'aulne. J'écorce un érable, je cisaille les branches écorcées et j'obstrue leur extrémité. C'est cela qu'il faut faire.
Je déracine un charme, je saisis le charme et je l'arrache à son terreau. C'est cela qu'il faut faire. Mais mes gestes ne s'enchaînent pas normalement, pas comme ils le devraient. Par instants, ma mécanique se grippe. C'est un jour ordinaire pourtant. Je n'attends rien, je ne dois rien attendre, il n'y a rien à attendre d'un jour de pousse et de dépérissement, d'un jour ordinaire. La fille est là, encore. Je pensais qu'elle ne reviendrait plus. « Bonjour, comment allez-vous ?»« Bien. Et comment va mon arbre ?» Elle se poste devant le Prunus cerulata. « Il a l'air d'aller bien. » Je ne dis rien. « Qu'est-ce que vous faisiez là ?»« Ça suffit, je ne comprends pas ce qu'elle veut, je ne comprends pas ce qu'elle attend de moi. Alors je dis, « Voulez-vous acheter cet arbre ?» Elle a l'air surpris, puis elle hausse les épaules et dit, « Oh non, je ne pourrai jamais, il est bien trop cher pour moi. »« Voulez-vous acheter un autre arbre ?»« Non, je ne sais pas, tout est trop cher pour moi, je suis fauchée. »« Que voulez-vous alors ? Cet arbre ? Si vous le voulez, prenez-le, je vous le donne. » Elle est troublée. Elle dit, « Mais comment ça me le donner ? Comment ça ? Mais ça ne va pas, non, vous ne pouvez pas faire ça, et je ne peux pas accepter, c'est un bien trop beau cadeau. »« Si, vous pouvez le prendre, ça m'est égal. »« Mais non, et en plus je ne saurais même pas comment m'en occuper. » Je ne dis rien, elle regarde l'arbre. « Vous vous moquez de moi encore ? » ?»« Non, ça m'est égal. »« Vous m'apprendriez à m'en occuper ? » ?»« Vous voulez devenir maître bonsaï ? » ?»« Non, je veux juste apprendre à m'occuper de cet arbre. » Je dis, c'est la même chose. Qui sait s'occuper d'un bonsaï, sait s'occuper de tous. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de revenir tout le temps ici. J'aime cet endroit et j'ai envie de vous voir, même si vous êtes un vieux fou. Elle tapote sa main contre sa tête. C'est un geste qui signifie que l'on traite quelqu'un de fou, je le sais, mais ça m'est égal. Je l'ai tout de suite vu. C'est comme ça, mais ça m'a plu. C'est vrai pour l'arbre, vous me le donneriez ? Je hoche la tête, de haut en bas. C'est le geste par lequel je confirme mon accord. Et vous m'apprendriez à m'en occuper ? Je hoche la tête. Ça ne vous dérangera pas ? Je hoche encore la tête. Et quand est-ce que je pourrais venir prendre mes leçons ? Vous pouvez venir quand vous voulez. Ma boutique est toujours ouverte aux représentants du règne. Elle fait encore une tête curieuse. Mais cette fois, elle ne commente pas. Elle dit juste « D'accord, merci ». Elle me regarde. Elle regarde le Prunus cerulata. Elle prend le pot à 2 mains et soulève le bonsaï. Je vais lui ouvrir la porte. Elle arrive à ma hauteur, l'arbre devant elle. Elle s'arrête devant moi. Elle me regarde. Elle ne dit rien. Puis elle sort avec son bonsaï. Elle tient parole. Elle vient régulièrement, en fin de journée. Alors moi, j'essaye de lui montrer ce qu'il faut faire. Mais elle pose des questions à côté. Ça marche les bonsaïs ? Je veux dire, vous avez des clients ? Je ne dis rien, mais je sais qu'elle attend une réponse. Alors pour lui répondre, je lui fais signe de me suivre et je lui désigne le mur oriental de la pépinière qui est rempli de bonsaïs. Je dis, c'est la garderie. Elle ne comprend pas. Ces bonsaïs, ils sont en pension, leur propriétaire me les a confiés. Elle a l'air étonnée. C'est comme une garderie, quand leurs propriétaires ne peuvent pas s'en occuper, ils me les confient. Par exemple, quand ils partent en vacances ou quand ils sont mal occupés, pour que je récupère leurs erreurs. Les collectionneurs font cela. Je suis fatiguée, j'ai beaucoup parlé, mais elle veut continuer. Et il y a beaucoup de collectionneurs ? Il y en a, dans le monde entier. Certains d'entre eux viennent ici de l'autre bout du monde, ceux qui ont de l'argent. Ils veulent mes bonsaïs. Alors ils viennent de l'autre bout du monde pour mes bonsaïs. Elle a l'air impressionnée et elle dit « Vous êtes une star du bonsaï, j'en étais sûre !» Elle vient régulièrement, en fin de journée. Alors moi, j'essaye de lui montrer ce qu'il faut faire. Mais elle, maintenant, elle parle d'autre chose. Je ne peux plus supporter les femmes enceintes. Quand j'en vois une, j'ai envie de lui cracher dessus et de lui bourrer son gros bide de coups de pied. Les gens se reproduisent comme des cafards. Chacun veut son petit rejeton. Comme chaque Chinois qui veut sa bagnole. Mais c'est plus possible, parce qu'on est trop.
Chaque homme de plus, surtout chaque occidental, pèse un peu plus sur la planète, qui n'en peut plus. Ça n'a rien à voir avec la taille des bois morts, mais ça ne la perturbe pas. Avant, faire des enfants, c'était synonyme de vie. Maintenant, c'est synonyme de mort. C'est ça que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas informés. Alors ils gardent leurs réflexes d'avant, qui vont tous nous tuer, parce qu'on grouille comme des cafards sur la Terre, qui n'en peut plus, parce qu'une espèce ne peut pas proliférer comme ça. Un écosystème est un équilibre, et si on n'arrête pas de se reproduire, le rééquilibrage va être violent. Quand je vois une femme enceinte, j'ai la haine, parce que c'est un monstre d'égoïsme, de conformisme et d'ignorance. Pour son petit bien-être personnel, pour faire comme tout le monde, elle participe à la fuite en avant, sans se poser de questions. Après moi, le déluge, connasse. Et même vos enfants, vous y pensez, connasse? Et au monde dans lequel vous allez les jeter? Non, pas du tout. C'est comme ça qu'on grouille comme des cafards. Quand je vois une foule, je vois des cafards. Et je les sens grouiller sur moi. Et je me gratte de partout, ça me démange de partout. Alors un jour, moi aussi je parle. Je dois parler. Comme elle n'est pas attentive, je dois commenter ce que je fais. Montrer ce qu'il faut faire n'est pas suffisant, parce qu'elle n'est pas attentive. Même si je ralentis mes mouvements, même si j'exagère mes mouvements, cela n'est pas suffisant. La vue ne lui suffit pas. Il lui faut aussi l'ouïe. Donc je lui parle. Je n'ai pas le choix. Pour lui répondre et pour capter son attention. Alors, nous parlons tous les deux. Cela me fatigue. J'ai perdu l'habitude de trop parler. Mais je n'ai pas le choix. Nous parlons tous les deux. Mais c'est un dialogue de sourds, comme avec les bonsaïs.